Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast de l'Institut régional d'administration de Lille et de la préfecture des Hauts-de-France. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et je vous présente une rencontre organisée dans le cadre du parcours de formation que j'anime, intitulé « Vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière ». Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'accueillir Madame Fabienne de Cotigny, secrétaire générale de la préfecture du Nord et sous-préfète de l'arrondissement de Lille, pour un échange inspirant avec les participantes du programme. Cécile Paranut, directrice de l'IRA de Lille, va nous présenter ce parcours en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Madame la secrétaire générale, je souhaitais tout d'abord vous remercier sincèrement d'avoir bien voulu accepter de témoigner dans le cadre de ce parcours dédié à l'égalité professionnelle que l'IRA de Lille a conçu en partenariat avec les préfectures de région Hauts-de-France, Normandie et Île-de-France. Ce parcours a été lauréat du Fonds pour l'égalité professionnelle et nous en sommes à la 2e édition. Son objectif est de permettre à des femmes cadres de la fonction publique de favoriser leur évolution professionnelle en travaillant notamment sur la levée des freins qui entravent souvent leur parcours. Dans les Hauts-de-France, 10 femmes cadres de la fonction publique suivent ce parcours. Pour cette séquence dédiée au témoignage d'une femme inspirante, nous avons choisi de le réaliser sous la forme d'un podcast afin qu'il profite à un public que nous espérons nombreux. Tout d'abord, bienvenue. Je suis ravie, tout comme mes collègues, de vous interviewer aujourd'hui au travers de ce podcast. Ancienne élève de l'IRA de Lyon, vous avez intégré le corps préfectoral. Petite fille déjà, pleine d'ambition, vous vouliez devenir astronaute ou préfète. Pourtant, rien ne vous prédestinait à le devenir. Originaire de Tourcoing, d'une classe modeste, vous n'imaginiez pas atteindre des fonctions à haute responsabilité. Vous avez toujours eu l'envie de progresser et aimer les responsabilités. Quand vous aimez ce que vous faites, vous le faites pleinement. L'État incarne pour vous une dimension d'égalité et d'équité. Et les concitoyens sont au cœur de vos actions. Actrice de votre carrière, vous avez su saisir les opportunités qui se sont présentées à vous. Vous êtes notre femme inspirante du jour. Merci Madame de Cotigny d'être présente pour répondre à nos questions. C'est important de partager des expériences, de les donner à connaître à des personnes qui sont au début de leur carrière et qui peuvent se poser des questions, avoir des doutes, des ambiguïtés. J'en ai eu et je crois que quand on peut échanger avec quelqu'un qui est passé avant et se dire voilà comment elle a fait, voilà les solutions qu'elle a trouvées, on peut être inspiré et se dire moi je vais faire à ma manière, mais il y a un moyen de le faire. Donc voilà pourquoi j'ai accepté votre invitation aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous anime dans vos fonctions ? Ce qui m'anime dans mes fonctions, alors elles sont assez variées et heureusement c'est en fonction de chaque journée me dire que je vais contribuer aujourd'hui à faire avancer les citoyens du département du Nord, à faire progresser le territoire, à faire en sorte qu'il fasse bon y vivre à la limite bien évidemment de ce qui est dans mes compétences, à représenter l'État pour que mes concitoyens comprennent mieux l'action de l'État, parce que je crois que ce que j'ai envie, c'est de montrer à voir ce que fait l'État, montrer à voir ce qu'il met en œuvre pour faire progresser le territoire, et donc ça tous les matins, c'est quelque chose qui me donne envie, et d'associer mes équipes. Quel est le plus grand challenge que vous ayez réalisé dans votre carrière ? Mon plus gros challenge, c'est une question très très difficile. Je crois que c'est d'intégrer le corps préfectoral. Parce qu'il a fallu que j'arrive à me dire que je pouvais le faire, que je considère que j'étais pas imposteur dans ce poste et que j'avais toute ma place. Et oui, le challenge il est envers moi, c'est-à-dire de me libérer de peut-être mes craintes de ne pas réussir et de me dire vas-y, tu peux y aller. Donc prendre sur moi. Ça a été certainement la chose la plus difficile. De ce fait, qu'est-ce qui fait que vous avez surmonté justement le fait de peut-être de ne pas vous sentir à votre place au départ ?
Alors, c'est pas surmonter le fait de ne pas me sentir à ma place. C'était d'oser me dire ça va être ma place. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai intégré le corps préfectoral dans son sens très large, je m'y suis sentie bien. Moi, c'était le fait de passer d'attaché principal, passer le tour extérieur des administrateurs civils à l'époque, intégrer le ministère de l'Intérieur et faire tout ça dans la logique d'un jour être en territoire sous-préfète. Et puis, il y a un moment où vous vous dites, oui, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis capable de décider? Est-ce que je suis capable d'arbitrer? Et puis, vous vous posez toutes ces questions. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai sauté le pas? Plusieurs choses. C'est que dans vos fonctions, vous vous rendez compte que finalement, vous le faites. C'est-à-dire que quand vous êtes attaché principal dans un ministère vous gérez une grosse crise, que vous avez des équipes, vous décidez, vous arbitrez. Et vous vous dites, d'accord, ça, j'ai coché la case. Ensuite, vous vous rendez compte que vous avez des équipes, que vous les managez, vous vous rendez compte que vous savez aller en réunion interministérielle pour représenter votre directeur. Donc, vous vous dites, la représentation, ça va, j'ai acquis. C'est mes 11 ans derrière moi qui ont fait que je me suis dit, c'est le bon moment. Et après, l'autre pan qu'il faut pas négliger, c'est, je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, demain, ce sera trop tard. Donc, il faut que tu saisisses cette chance. Il faut que tu oses le faire. Et puis, je crois aussi que j'étais bien accompagnée parce c'est important de le dire. Moi, j'ai un mari qui, à côté, m'a toujours poussée, accompagnée, dans mes démarches. Parce qu'il savait très bien qu'en passant le tour extérieur, j'irais 6 mois à Strasbourg, que ensuite mon but c'était de bouger tous les 2 ans, d'aller en territoire. Et à côté de moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit vas-y fonce, ça aide. Même si c'est pas lui qui a pris la décision, c'est moi. Il a fallu que le déclic vienne de moi, mais ça aide. Vous avez cette aide à vos côtés. On a pu noter que votre vocation a été vraiment très précoce. C'est pas commun de vouloir devenir préfète à 10 ans. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle en a été l'origine? Alors, je vais pas vous dire que j'ai voulu devenir préfète à 10 ans. C'est à 10 ans, vous êtes en CM2, vous avez un cours d'histoire et j'avais un professeur. Il nous a présenté l'époque napoléonienne et là-dessus, il nous a parlé du métier de préfet. Et je me suis dit, mais ça, c'est un beau métier. Et je me suis dit c'est un beau métier, mais pour moi un préfet c'était dans ma tête de petite fille, c'est comme un président de la République quoi. C'est un beau métier. Dans un échange publié dans le journal La Voix du Nord à l'occasion de votre prise de fonction, vous avez indiqué être très fière de vos racines. En quoi ce retour sur vos terres natales était important pour vous? Alors, quand vous prenez des nouvelles fonctions, je crois que tout le monde a envie de réussir dans ses fonctions. Mais alors, quand vous êtes nommé dans votre département de naissance, quand vous êtes sous-préfète de l'arrondissement où il y a votre ville de naissance, il y a forcément des enjeux beaucoup plus forts et vous vous dites là où je dois réussir à 100%, je dois réussir à 200%. Parce que moi, j'ai mes parents qui sont toujours ici, j'ai mes frères qui sont ici. J'ai envie de leur montrer que je sais faire des choses. Ensuite, parce que tout simplement, j'aime ce territoire, je connais son histoire. Comme je vous le disais, Tourcoing, c'est le textile. Je connais tout ce qui s'est passé dans l'industrie textile. Je sais les difficultés. Je sais aussi toutes les ressources qui en sont nées et tout ce qui aujourd'hui émerge pour que ces beaux territoires revoient le jour. Et puis, j'ai passé beaucoup d'années à Paris où vous mélangez avec les Bretons, les Auvergnats et c'est merveilleux et moi c'est vraiment ce que j'aime. Mais je me dis je me suis toujours dit très fière d'être nordiste parce que je crois que peut-être on n'est pas assez fier d'être nordiste et c'est quelque chose que moi je revendique sans aucune difficulté même si je suis avant tout française. Quel est votre rapport à l'ambition ? Alors moi, je trouve ça très positif, l'ambition. Je crois qu'on doit tous avoir de l'ambition. L'ambition, ça veut pas dire écraser les autres. L'ambition, c'est d'avoir un projet, de se donner les moyens pour l'atteindre et c'est d'oser. En fait, moi j'aime beaucoup l'audace. Danton qui disait de l'audace. Moi, j'aime ça. L'ambition, c'est quelque chose qui vous porte, qui vous fait aller devant. Et donc pour moi, c'est quelque chose de positif à partir du moment, encore une fois, où elle écrase pas les autres, où elle est pas au détriment des autres, où elle vous donne pas un côté méprisant par rapport aux autres. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Est-ce que vous vous considérez comme une femme de pouvoir ?
Je sais pas trop ce que vous mettez derrière l'expression femme de pouvoir. En fait, c'est ça un peu parce que moi, voilà, bien évidemment, j'ai ma capacité à décider. Je signe des décisions qui font grief sur les personnes quand je refuse telle chose. Donc, bien sûr, si c'est ça être femme de pouvoir, oui, j'ai ce pouvoir de refuser un titre de séjour, de refuser une naturalisation, bien sûr. Mais ce pouvoir, je le détiens que par la délégation qui m'est faite par Monsieur le préfet, qui lui-même lui est fait par le gouvernement. Donc c'est quoi être femme de pouvoir? Oui, je note mes équipes, hein. Enfin, je les note, c'est-à-dire que je les évalue et je leur attribue les primes. Donc c'est une forme de pouvoir. Mais est-ce que c'est ça être une femme de pouvoir? Je sais pas. Après, j'ai pas envie de tout régencer, j'ai pas envie de me lancer dans le débat politique. Je crois que c'est quelque chose de très difficile et donc parce que peut-être que le pouvoir il est là dans ces manettes là. Donc j'ai le pouvoir que me donne ma délégation. Et ça, je l'assume pleinement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. J'aime décider et j'aime pouvoir avoir cette marge de capacité à faire. En gravissant les échelons, quelles difficultés avez-vous rencontrées pour concilier votre vie professionnelle et personnelle? Alors, ma difficulté, donc, elle tient à moi, en fait. Ma principale difficulté, c'est-à-dire que parcours de carrière, je savais juste que je voulais avancer. Et puis, quand j'ai été attachée principale, je me suis dit, bon ben, maintenant, il faudrait que tu continues. Et donc, je me suis dit, je vais passer l'ENA en interne. Et puis, par chance, parce que je vais dire par chance, je tombe enceinte en même temps. Donc, vous dire, il y a plein de femmes à qui ça arrive et elles arrivent à faire les deux. Ben moi non. Là, j'étais enceinte, je me suis comme fermée, pouf, complètement, et c'était bébé. Donc voilà, je me suis complètement recroquevillée sur ce moment-là, et donc j'ai quand même laissé passer 2 ans. Vous voyez? Et donc après, je me suis dit, quand mon fils était plus petit, là, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Et donc, j'ai passé le tour extérieur des administrateurs civils, ce qui est très bien. Et là, je me suis dit, bon ben, j'y vais. Mais j'y vais, c'était avec la mauvaise conscience d'avoir mon petit bonhomme qui avait 2 ans et où j'allais aller à Strasbourg pendant 6 mois. Et donc, les seuls freins que j'ai trouvés, c'était moi qui me posais des questions parce que finalement, j'ai su m'organiser. Finalement, je crois pas que mon fils soit totalement névrosé. J'espère même pas du tout, mais bon, ça, c'est l'avenir qui me le dira. Et c'est moi qui me suis mis les freins parce que, voilà, je me suis adaptée. J'ai pas dit que c'était simple. Je crois aussi qu'il faut, quand on dit qu'on s'adapte, c'est quoi? C'est les modes de garde. Les modes de garde, il faut pouvoir les financer. Ça, j'en ai conscience. C'est l'accompagnement par le conjoint ou la conjointe, qui est quand même quelque chose de très important. Et quand vous avez ces 2 éléments-là, ça aide beaucoup. Ça, j'en suis pleinement consciente. Mais c'était moi qui me mettais des limites. Je voulais également savoir si vous aviez rencontré des obstacles durant votre parcours. Encore une fois, c'est les obstacles que je me suis donné moi. C'est-à-dire mes limites, ce que j'imaginais être mes limites, ce que j'imaginais être mes contraintes. Ça, oui, mais c'était vraiment moi qui me les posais. J'ai jamais eu de chef de service qui m'ait retenu sur un poste quand j'ai fait une demande de mobilité. J'ai jamais eu de chef de service avec qui je me sois pas entendue. J'ai peut-être beaucoup de chance, ou alors j'ai fait en sorte que ça se passe bien, je ne sais pas. Mais j'ai pas eu d'obstacle de ce genre. Des difficultés, oui, c'est ça, on en a tous. Mais des obstacles en tant que tels, non. Le principal obstacle, c'était moi. Et mon sentiment de me dire, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Est-ce que t'es vraiment capable? Voilà, se poser cette question alors que tout est au vert et il y a que vous qui vous dites est-ce que vraiment j'en suis capable? Est-ce qu'aujourd'hui encore vous vous posez des questions à ce sujet-là? Est-ce que vous avez encore un sentiment d'illégitimité parfois? Oui, parce que je suis quelqu'un qui doute tout le temps. Donc oui, je me pose toujours cette question. Je me la pose moins. Et puis il y a l'expérience, il y a l'accompagnement des équipes, il y a la dynamique. Mais bien sûr, je me la pose tout le temps. Et
Et je crois que je me poserai tout le temps cette question parce que pour moi c'est pas naturel, c'est pas, vous voyez, c'est quelque chose que je dois travailler. Mais aujourd'hui, être là aujourd'hui, pour moi, je le dois à mon travail, pas, j'allais dire pas à moi. Mais moi, c'est mon travail. Mais vous voyez, c'est vraiment ça. C'est mon travail. C'est pas ma personne, c'est mon travail. Ça peut paraître abstrait de dissocier les deux, mais c'est vraiment ça. Je suis quelqu'un qui considère progresser par son travail. Et je considère bien travailler, bien m'engager. Et puis il y a le moi et me dire mais est-ce que toi c'est vraiment ça, vous voyez, c'est un peu entre la valeur professionnelle et la valeur de la personne où je me pose toujours ces questions et je crois que je me les poserai très très longtemps. Oui, on a étudié le syndrome de l'imposture ensemble et on s'est rendu compte que les femmes avaient tendance souvent à externaliser leur réussite en disant c'est grâce à l'extérieur, c'est grâce à mon travail, et à internaliser plus facilement les échecs. Si j'ai raté, c'est parce que je suis nulle, etc. Et donc on apprend ensemble à se féliciter quand on réussit et se dire que quand on réussit, c'est aussi grâce à soi. Avez-vous déjà été confronté à des comportements discriminants, voire à du sexisme? À des propos sexistes, oui. Ça, oui. Souvent dit par des collègues qui, en me disant, oui, mais avec toi, ça va, on peut, parce que tu le prendras pas mal. Souvent sous le biais de la plaisanterie. Et c'est vrai que j'ai toujours, voilà, quand c'est comme ça, j'ai plutôt une attitude neutre. C'est-à-dire que je vais pas être à signaler qu'elle est sexiste ou qu'elle l'est pas. Vous savez, la blague un peu complètement déplacée qui arrive sans objet, mais juste parce que vous êtes une nana. Oui, bien sûr, ça je l'ai connu. Maintenant, pas des attitudes sexistes, non. Ça, j'ai pas connu, mais voilà, des propos qui peuvent parfois vous gêner. Ma réaction a toujours été de rester très neutre, très fermée sur le sujet, et de montrer mon indifférence. C'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai réagi. Mais alors, attention, c'était pas mon quotidien du tout. Et pour les personnes qui nous écoutent, c'est absolument pas le quotidien dans la fonction publique, en tout cas pas de mon parcours, pas de ce que j'ai connu, et heureusement. En tant que femme, comment développe-t-on son leadership ? Alors ça, vous savez, comme vous, je suis des formations, vous savez, pour les hauts fonctionnaires et tout ça. Et j'ai toujours pas compris s'il y avait un leadership de femme ou un leadership de masculin, enfin pour les hommes. Je suis pas persuadée qu'il y ait vraiment une spécificité. En fait, j'ai pas tellement envie, moi, d'en trouver une spécificité féminine ou masculine. Je crois qu'il faut qu'on aboutisse et que c'est un beau combat pour les femmes de parler de leadership. Une femme, elle a du leadership, un homme a du leadership, et puis il l'exerce différemment parce qu'une femme et un homme, c'est différent. Mais l'important, c'est d'en avoir ou de l'acquérir si on l'a pas, mais pas de le construire différemment. Peut-être que certaines personnes face à des difficultés, sont obligées, elles, de le construire différemment, et ça, je peux l'entendre, mais j'espère qu'on arrivera dans un système où il y a pas de besoin de genrer cette notion. Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui souhaitent exercer des fonctions à haute responsabilité ? En fait, je leur donnerais comme conseil: posez-vous la question de vous et pas de « je suis une femme et j'ai envie d'avoir une fonction à haute responsabilité ». Est-ce que moi, Aurélie, Natacha, j'en sais rien, Régine, Monique, j'ai envie d'occuper un poste à forte responsabilité? Et ensuite, une fois qu'elles se sont dit oui, de se dire « ok, j'y vais ». Et c'est pas parce que je suis une femme que je dois me dire que c'est pas fait pour moi. Et ensuite, c'est bien évidemment de se poser les questions de la temporalité, parce que la vraie différence entre un homme et une femme aujourd'hui, même s'il y a le congé paternité qui a été allongé, c'est la maternité quand même. Et donc se dire je peux concilier les deux. Je peux concilier le fait d'être une maman et d'avoir des fonctions à haute responsabilité. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui peut le traduire. J'ai eu la chance d'être décorée de l'ordre national du mérite dans l'Oise par le préfet de l'Oise, et c'est mon petit garçon qui avait alors 6 ans qui était le porte-coussin. Vous savez, le porte-coussin, c'est celui qui porte. Et là,
parce que vous vous posez plein de questions quand vous êtes maman, parce que la nuit vous allez sur un incendie et vous êtes pas là et qu'ils dorment dans leur chambre tout seuls. Vous vous posez toutes ces questions. Vous vous dites mais est-ce que je suis une mauvaise mère? Est-ce que je suis une mauvaise épouse ou un mauvais mari? Peu importe. Mais vous posez ces questions. Et là, quand je l'ai vu avec son petit costume, vous imaginez, il avait mis la cravate et tout, hein, c'était très mignon. Il a été porte-coussin. Et ben c'est une photo que j'ai dans mon bureau et que je crois que j'aurai tout le temps parce que je me suis dit il était fier et il en a retiré quelque chose et même si aujourd'hui quand vous lui en parlez, aujourd'hui il a 14 ans, ça lui paraît loin et tout ça, je sais que voilà, ça l'a marqué, ça lui a donné un sens. Et donc oui, il y a des moments où il a moins vu sa maman parce qu'elle était sur une visite officielle ou sur un dossier. Mais il y a ces moments-là où je me dis, il faut pas se priver. C'est pas parce que je suis une femme que je lui fais endurer quelque chose de vraiment mal. Voilà. C'était un petit symbole, mais voyez, c'est vraiment le moment où je me suis dit, voilà, j'ai raison parce que il est là, il est épanoui, il fait une belle scolarité. Je suis très fière de lui. J'ai pas à rougir de ce que j'ai fait, vous voyez. Et parce qu'ils m'ont accompagnée, et c'est quelque chose d'important. Que retenez-vous de cet échange? Eh bien, écoutez, moi, vous m'avez surtout posé des questions. Donc, voilà, j'en retiens quand même, et je le ressens, que il peut y avoir une préoccupation sur le fait d'être une femme en responsabilité, et que même si je vous ai un peu des fois répondu non, je veux pas cette notion de femme en responsabilité, je veux un individu en responsabilité, j'ai bien conscience que c'est pas la même chose quand on est une femme et où on se pose toutes les questions que se posent les femmes et que les hommes se posent peut-être pas ou pas de la même façon. Et donc j'ai bien conscience que vos questions c'était toujours voilà, c'est comment moi femme je peux dérouler mon parcours, comment moi femme je peux oser en fait dérouler mon parcours. Et ce que j'espère avoir apporté, c'est le fait de dire, mais le fait que vous posiez des questions, que vous doutiez, c'est pas négatif, mais il faut pas le vivre comme des freins. Il faut comme un peu une sécurité, une borne de sécurité qui vous dit où aller et où pas aller, mais pas comme des freins, et que il faut avoir l'audace, vraiment. Il faut oser. Et voilà, je crois qu'il y a plein d'envies autour de la table. Peut-être des fois des difficultés, des situations qui peuvent être complexes. Je me ressens aussi que j'ai beaucoup de chance dans mon parcours, parce que vous m'avez posé des questions sur le sexisme, sur le plafond de verre. Soit je suis totalement naïve, soit je considère que je n'ai pas eu à en souffrir, donc je me considère comme chanceuse aussi. Donc voilà ce que je retire de notre conversation aujourd'hui. Merci à vous toutes et merci de vos questions. Merci à vous. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'Institut régional d'administration de Lille et la préfecture des Hauts-de-France qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux femmes qui participent à ce parcours de formation et dont vous avez pu entendre les questions. Virginie Banco, Déborah Bruland, Elsa Dievar, Séverine Flao, Karima Carcourt, Cécile Lavnizac, Ingrid Pouancy, Cindy Stanek, Anne-Sophie Touzé et Anne Wattel. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.